Merci beaucoup. Donc, merci à tous d'être présents. Donc, je suis Caroline Doucerin, je suis la présidente de Téricité, vice-présidente à l'aménagement durable de Versailles Grand Parc et maire de la commune des Loges-en-Josas. Pierre-Alexandre Moret, maire de Saint-Pépin. Emmanuel Leroux, agriculteur sur la commune de Saclay. Pascal Thévenot, je suis maire de Villiers-Valcoublet, je suis ici en tant que vice-président du développement économique de Versailles Grand Parc. Guillaume Valois, donc le maire de Villiers-le-Bac, donc je suis ravi de vous accueillir sur le territoire de la commune et vice-président de la communauté Paris-Saclay. Vanessa Aura, maire de Toussaint. Patrice Berquet, maire de la commune de Châteaufort et vice-président de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc à l'environnement. Bertrand Houillon, maire de Médivet-Hameau. Je suis également vice-président d'une autre agglomération, Saint-Quentin-en-Yvelines, aux espaces verts et à la ruralité. Et Claire Botte, agriculteur à Saclay et représentant de la Chambre d'agriculture. Isabelle Chaillet, donc d'Arvalis. On a aussi une exploitation qui est juste en face. Merci beaucoup pour votre accueil, Isabelle. Alors, si vous voulez bien nous présenter peut-être ? Oui, voilà. Cécile Chevalier du Parisien. Thibaut Fossabry à QSL. Lucille Bossier, The Métalliste, je parle du monde à la recherche. Thibaut Levaincu, Républicain de l'Essonne. Ornella Lamberti à l'AFP, en charge notamment des civils de Haute-Seine, du Val-de-Marne et de l'Essonne. Wow. Mais pas toute seule. Ah, quand même. Ça nous rassure. Eh bien, écoutez, bienvenue et merci d'être présents. Vous avez vu que nous sommes nombreux ici, maire du plateau de Saclay, avec les agriculteurs, dont un représentant de la Chambre qui s'exprimera aussi en tant que tel, le président du SCVB, le syndicat d'aménagement de la vallée de la Bière, qui devrait pas tarder à nous rejoindre. Et on est là aujourd'hui devant vous pour dénoncer un coup majeur qui est porté à l'agriculture de notre territoire. Nous pensions pourtant que l'urgence climatique et les enjeux de la souveraineté alimentaire, plus criants que jamais, ouvriraient les yeux de nos dirigeants sur l'importance de protéger notre agriculture, en particulier cette agriculture en pleine transition agroécologique. Malgré cela, sans explication digne de ce nom, le Premier ministre Jean Castex a entériné à quelques jours de l'élection présidentielle un choix de la Société du Grand Paris pourtant inacceptable, incompréhensible, d'autant qu'il va contre l'avis de la commission d'enquête. En effet, les conditions d'implantation de la ligne 18, prévues aujourd'hui, vont atteindre trop fortement l'exploitabilité de parcelles agricoles, ce qui va clairement obérer leur avenir. Si l'abandon du viaduc entre le CEA et le golfe de Saint-Quentin est une avancée majeure à laquelle nous tenons, le passage au sol de la ligne va engendrer une coupure infranchissable à travers champs. Fort de ce constat, nous avons travaillé avec les différents acteurs pour proposer, de façon aussi constructive que possible, des solutions concrètes permettant de préserver un minimum de fonctionnalités agricoles. Ainsi, il apparaît indispensable que les carrefours de franchissement des routes par la ligne prévoient que le métro passe sous la route avec des portions du trajet en tranchée ouverte, c'est-à-dire dans un fossé, afin que les traversées, notamment des engins agricoles, restent possibles sans nécessité d'interminables parcours. Refusant de nous entendre sur l'aménagement situé au niveau de Villiers-le-Bac, à quelques mètres d'ici, la Société du Grand Paris s'est arc-boutée sur des propositions alternatives qui ne fonctionnent pas, avant de conclure que la concertation avait été positive. Nous sommes ici, ensemble, pour dire que c'est faux. Et cette déclaration n'est pas le fait d'une quelconque radicalisation de Téricité, comme cela a pu être écrit par la SGP. Notre association s'attache depuis 20 ans à proposer des solutions concertées pour préserver l'agriculture de notre territoire. Elle est reconnue pour cela, et c'est bien ce qu'elle a fait de façon extrêmement constructive et réaliste. Mais la verticalité aujourd'hui à l'œuvre en a décidé autrement. Par-delà nos sensibilités politiques différentes, nous avons également des avis contrastés sur la nécessité de la ligne 18. Nos divergences sont d'ailleurs sans doute alimentées par les incohérences des chiffres de la SGP, incohérences dénoncées lors des enquêtes publiques comme par le SGP. Quoi qu'il en soit, que nous soyons favorables ou non à la ligne, nous sommes ici pour dénoncer unanimement un aménagement qui va rendre inexploitable à court terme 23 hectares de parcelles agricoles et probablement
environ 60 hectares à plus long terme, ce qui, selon un rapport de la SAFER dès 2011, mettra à mal la rentabilité de toute la zone. C'est ce qu'a dit la commission d'enquête à travers une réserve très claire. C'est ce que nous dénonçons, maires de ce territoire, mais c'est aussi ce que dénonce la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, ils s'exprimeront tout à l'heure, et les nombreux acteurs rassemblés au sein de Terre et Cité, agriculteurs, associations, élus, membres de la société civile, comprenant des acteurs de la recherche, des citoyens engagés. Notre demande a été confortée par l'enquête publique au cours de laquelle tous les acteurs ont pu exposer leurs arguments. De nombreuses contributions y ont exprimé des craintes quant à l'impact de l'aménagement proposé sur l'avenir de l'agriculture. Après avoir entendu chaque partie, il n'est pas anodin que la commission d'enquête ait soumis l'enquête publique de la ligne au sol à des réserves, parmi lesquelles la demande de passer à titre de compromis une partie de la ligne en tranchée ouverte. Après toutes ces années de travail, nous défendons bien un compromis de compromis, une ultime tentative de réaliser la ligne dans un minimum de respect du territoire qu'elle traverse. La loi du Grand Paris comprenait un engagement fort et comprend toujours un engagement fort de préservation de l'agriculture du territoire à travers la mise en place de la zone de protection naturelle, agricole et forestière. Cette zone incarne un compromis non négligeable, aujourd'hui mis à mal. La mise en tranchée ouverte demandée, même partielle, ne permettra pas seulement de conserver quelques fonctionnalités agricoles, elle permettra aussi de limiter le bruit, la pollution lumineuse, les atteintes à l'écosystème et bien sûr au paysage, et mon collègue de Villiers-le-Bac le détaillera tout à l'heure. Sur notre insistance, la Société du Grand Paris a tenté une explication par un tableau présentant un rapport avantage-inconvénient indigne tant il est de mauvaise foi. Parmi les principaux arguments avancés, une problématique d'hydraulique. Pourtant, le SLIB, le syndicat qui gère la Vièvre et dont le président s'exprimera tout à l'heure, qui gère depuis de nombreuses années les questions d'hydraulique sur le plateau et ses vallées avec une compétence reconnue sur tout le territoire et même à l'international, le SLIB explique clairement combien ce sujet n'est pas un problème d'hydraulique. La question financière peut toujours être soulevée. Et on a beau jeu de reprocher à l'agriculture de représenter des surcoûts, alors que presque rien n'a été prévu pour elle dans le projet aérien. Il est certain que si on avait prévu dès le départ la même protection que pour le Golfe national, il n'y aurait pas aujourd'hui ces questions. Préserver l'agriculture représente indéniablement un investissement d'avenir, en plus d'un enjeu de préservation de la planète. On trouve encore de l'argent pour ajouter des gares, alors comment comprendre qu'on ne puisse pas investir pour l'agriculture, ce qui représente le coût initialement prévu pour le viaduc? Car la mise au sol représente bien une économie du même ordre que l'ultime effort que nous demandons aujourd'hui. Un nouveau gouvernement a été nommé. Beaucoup de déclarations ont été faites concernant la transition écologique. Nous en appelons donc au nouveau Premier ministre pour obtenir une modification du décret signé par son prédécesseur. Nous avons déposé un recours gracieux à cette fin. Nous en appelons également à la nouvelle ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Elle connaît la problématique du plateau de Saclay et ne saurait s'en détourner pour des raisons incompréhensibles. Il est grand temps de sortir de l'incantation et de passer à l'action pour préserver effectivement nos espaces naturels et notre agriculture. Je voudrais maintenant passer la parole à Guillaume Ballois, qui est donc maire de Villiers-le-Bac, qui nous accueille aujourd'hui, qui va détailler les conséquences directes de ce projet. Alors, merci Caroline. Donc effectivement, quelques mots autour de ce projet-là, alors centré effectivement sur les problématiques, mais pour essayer aussi de contextualiser aussi, alors, j'allais dire ma vision du sujet. Tu l'as souligné, on peut avoir des visions qui peuvent être divergentes sur différents sujets, donc je vais essayer aussi de décrire quelle est ma vision du sujet. Le premier point qui est important pour moi, avant de rentrer dans les points des phares, j'allais dire du métro, c'est de rappeler que je suis très positif sur le développement économique du plateau. Donc, je soutiens tout à fait ça. Et d'une certaine façon, je comprends la nécessité du métro. Et je ne remets en cause ni d'un côté la certitude de la protection de la ZPNAF, donc la zone de protection naturelle, agricole et forestière, dont j'entends beaucoup parler aujourd'hui de personnes qui me disent c'est une, je veux dire, un attrape-nigo, pour le dire comme ça, on ne pourrait pas compter dessus, les gens remettront ça en cause et artificialiseront le plateau derrière, construiront, etc. Donc, je ne remets pas ça en cause, c'est-à-dire je garde mon optimisme sur la
la certitude de la protection qui est offerte par cet outil législatif qui nous a été donné il y a quelques années. Et donc, je continue à avoir confiance dans cet outil-là. Et pas plus que je ne remets en cause, d'une certaine façon, les prévisions de trafic qui nous ont été données par les experts sur la ligne 18. Je ne suis pas expert de l'urbanisme, et donc je ne les remets pas en cause. Donc j'essaye d'avoir une vision, j'allais dire, équilibrée en me basant sur un certain nombre d'éléments qui sont les éléments qu'on nous donne aujourd'hui sur ce sujet-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, le deuxième point qui est important pour moi, c'est que il va y avoir un certain nombre d'externalités positives de ce métro, il va y avoir un certain nombre d'externalités négatives. Et le but de notre démarche, le but de ma démarche, c'est de faire en sorte que ce soit le plus équilibré possible et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui bénéficient des externalités positives et les mêmes qui bénéficient ou qui subissent, j'allais dire, les externalités négatives. Donc, les externalités négatives, ce sont celles qui vont être celles du territoire de Villiers. Donc, on est ici sur le territoire de Villiers, donc j'imagine que vous avez pu entreapercevoir la commune. Donc, on est dans une commune de la grande couronne parisienne, mais une commune qui garde un fort caractère rural. Il y a un centre-bourg qui est un petit peu à côté ici, qui est relativement dense et qui est l'essentiel de l'urbanisation de la commune. Et puis, la commune, c'est beaucoup de forêts et beaucoup de terres agricoles. Donc, j'ai pris en tête vraiment 200 et 300 hectares de terres agricoles sur le territoire de la commune, donc, que vous pouvez apercevoir ici. Alors, juste pour que tout le monde soit très clair, hein, le tracé du métro, vous voyez la route qui passe juste au nord ici, c'est quasiment le tracé du métro. Hein. Il va suivre la route, il s'éloigne un tout petit peu quand on va vers les Yvelines, mais sinon, ça vous donne une idée j'allais dire, de l'impact majeur, j'allais presque dire de la cicatrice que cette ligne va creuser, j'allais dire, dans le territoire de la commune. Quand on va être près du centre-bourg de Villiers, le métro, enfin le RD36 aujourd'hui et le métro demain, on est à peu près à 140 mètres des premières habitations. 140 mètres, et j'allais dire, avec entre les deux juste un champ, donc je veux dire avec aujourd'hui aucune barrière naturelle ou artificielle qui s'intercale, j'allais dire, entre le métro et les communes. Donc il faut imaginer ce métro qui, alors, au départ, effectivement, était prévu sur des pylônes, avec des prévisions qu'on nous avait données. Alors, j'imagine que vous voyez bien, c'est un métro lourd, donc c'est un train, c'est quasiment un train, j'allais dire, qui se déplace, je comprends, en vitesse de pointe à pas loin de 100 km/h, et dont on nous promettait d'avoir un passage à peu près tous les 5 minutes. Donc, il faut imaginer ce que c'est qu'un passage tous les 5 minutes d'un train, en fait, on dit un métro, mais c'est quasiment un train, avec à la fois donc, la nuisance visuelle, qui est déjà quelque chose, mais encore plus que ça, les nuisances sonores que vous pouvez imaginer. Alors, de la même façon, dans les prévisions de trafic qu'on nous avait données, il y a à la fois du trafic passager pendant la journée, mais ça ne s'arrête pas la nuit, puisque la nuit, il était prévu de passer sur du cargo, enfin sur du fret, on va dire, et donc d'avoir d'autres métros qui passent aussi la nuit avec du fret. Alors, je ne sais pas si, encore une fois, peut-être que ce sont des choses qui seront à terme, en tout cas, ça faisait partie des éléments qui avaient été portés, versés au dossier, et donc qui vont nous impacter directement. Avec toutes ces nuisances, j'allais dire, que l'on a, je ne vous parle même pas de la mise en place de la ligne 18, qui va nécessiter des chantiers lourds et importants pendant, j'allais dire, des mois, probablement des années, et qui vont évidemment perturber j'allais dire, l'axe majeur de communication du village, et qui vont donc être aussi des externalités négatives pour les habitants. Alors, sans que pour nous, j'allais dire directement pour le village, on n'a pas beaucoup des externalités positives. La première gare, elle est à peu près 5 km, quelque chose comme ça va être la gare du Féval-Saclay. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va desservir directement les habitants. Beaucoup pourra s'y connecter, mais aujourd'hui, la modalité pour pouvoir s'y connecter n'est pas encore complètement claire. Donc, on aura énormément, je vais dire, des problèmes, et on a besoin que ces externalités négatives soient mitigées, soient gérées d'une certaine façon. Donc, de ce point de vue-là, comme tu l'as déjà dit, pour nous, le passage au sol, c'est déjà un progrès très significatif. Ça, c'est quelque chose qu'on veut aussi réaffirmer. Idéalement, évidemment, la vision qu'on en avait il y a quelques années, ça serait d'enterrer complètement le métro, c'est-à-dire de faire passer le tunnelier comme il passe un peu partout ailleurs. Et là, il n'y a plus de problème pour personne. Bon, alors, je crois que maintenant, on a tous bien conscience que le sort en est jeté et qu'on n'aura pas le métro en souterrain. Donc, il est, à l'air libre, mais en étant à l'air libre, c'est effectivement pour nous largement pire en termes de nuisance s'il restait sur un viaduc. Donc, le passage au sol, c'est déjà un premier progrès, mais on peut encore faire mieux. Et faire mieux, c'est avoir des passages qui sont en tranchées ouvertes, ou encore mieux avec des aspects de tranchées couvertes.
Donc il y en a déjà quelques passages qui se feront dans ces conditions-là pour faciliter certains franchissements. Le franchissement à l'entrée de Villiers sera fait effectivement avec le métro qui passe en dessous et la route qui reste au niveau du sol. Donc ce qui effectivement contraint à avoir un certain nombre de tranchées ouvertes de part et d'autre. Et donc, le point qui resterait ici pour essayer de limiter au maximum les nuisances qu'on peut avoir, c'est effectivement d'arriver à que pour le second carrefour qui est ici, on puisse effectivement avoir aussi de la même façon un passage du métro qui se passe en dessous, en tranchée couverte, enfin ouverte et couverte au moment du passage, et la route qui passe au-dessus. Alors, effectivement, on a eu un certain nombre de discussions avec la SGP qui m'inspirent un certain nombre de réflexions, puisque il y a eu des discussions, effectivement en particulier des discussions pour le passage au sol, mais il faut bien se rendre compte que le passage au sol pour la SGP était une économie par rapport au projet qu'ils avaient de métro aérien. Donc d'une certaine façon, de temps en temps, nos intérêts s'alignent. Mais quand nos intérêts s'alignent, ce n'est pas un compromis qu'on est en train de trouver. C'est juste, sur certains sujets, les intérêts sont convergents, et c'est bien, hein, je préfère que les intérêts soient convergents plutôt que divergents, mais donc d'une certaine façon, le fait que la SGP ait déjà mis au sol une partie de la ligne ne consiste pas pour la SGP à faire, j'allais dire, un pas vers nous et à faire un acte de compromis, consiste pour la SGP à réaliser des économies dans un modus operandi dont il se trouve qu'il nous plaît plus que le modus operandi initial. Voilà. Sinon, sur le reste du discussion qu'on a eu avec la SGP, ça m'a rappelé un peu cette phrase d'Henry Ford qui disait que les clients de la Ford T avaient le choix sur la couleur pourvu qu'elle soit noire. Voilà. Donc, ils pouvaient choisir la couleur, mais donc, je pense qu'avec la SGP, on n'a pas la même discussion. Donc, on a le choix à peu près sur l'implantation de la ligne à partir du moment où elle est exactement dans les termes qui nous ont été donnés. Voilà, donc effectivement, donc le passage tranché ouvert, tranché couvert, donc au-delà de l'aspect agricole que je ne développe pas, mais qui est effectivement très important, il y a aussi un aspect de réduction forte des nuisances pour les riverains. Si je reviens juste derrière sur enfin voilà, le message, c'était vraiment, il y a des externalités négatives. Moi, je ne suis pas contre le projet, mais quand il y a des projets qui ont des externalités négatives, il faut des compensations. Ça me paraît relativement correct et juste d'avoir des compensations pour les territoires qui subissent les externalités négatives des projets, quand bien même on est d'accord avec la globalité du projet chez nous. Et le troisième point que tu as souligné aussi, mais que j'ai envie de répéter, c'est que nos demandes sont réalistes, en fait. On n'est pas en train de demander, encore une fois, je vais dire, ni l'arrêt du métro, ni le passage du tunnelier aujourd'hui, etc. On est en train de demander un point relativement précis, relativement, je vais dire, localisé sur la ligne, avec des études techniques qui ont commencé à être faites, dont on peut contester les chiffrages, mais j'allais presque dire, même si on ne contestait pas les chiffrages, il faut qu'on ait les ordres de grandeur en tête, d'une certaine façon. Le rapport, effectivement, du secrétariat général à l'investissement, qui reprenait elle-même l'étude d'impact socio-économique produite par la SGP, montre un coût pour la ligne 18 qui se monte à peu près dans les ordres de grandeur à 4,5 milliards de coûts pour la ligne, pour un bénéfice socio-économique attendu global d'à peu près 9 milliards. Donc un bénéfice net, entre guillemets, d'à peu près 4,5 milliards si on fait la différence entre les bénéfices attendus et les coûts portés par la ligne. Donc voilà l'ordre de grandeur dont on parle, si on croit à la SGP, mais encore une fois, moi, depuis le départ, je vous dis que je crois tous les experts qui me disent des choses. Hein, donc je crois à la SGP qui me dit que les bénéfices socio-économiques vont être en net de 4,5 milliards. Et donc le sujet qu'on demande, si on en croit à leurs estimations, dont certains pensent qu'elles sont surestimées, on parle de 30 millions. Donc, de la même façon, quel est le prix, effectivement, d'arriver à pouvoir insérer ce projet de façon propre sur le territoire, d'arriver à respecter aussi les habitants des communes qui sont venus ici s'installer dans un village rural et qui vont avoir demain, d'une certaine façon, une transformation majeure de leur environnement, avec un certain nombre de nuisances sonores. Alors, on a déjà la joie d'être juste à côté de l'aérodrome de Toussus et donc de bénéficier de nombreux passages d'avions juste au-dessus de nous. Donc on aimerait que ça ne soit pas complété par le bruit du métro qui passe toutes les 5 minutes. Voilà. Voilà, c'est à peu près les éléments clés que j'avais envie de donner aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume. Pour reparler justement du caractère réaliste de nos demandes et puis voilà, la philosophie de notre message, je vais passer la parole à Pascal Théodore qui, comme il a dit, intervient du développement économique. Oui, parce qu'en fait, là, ce qui a été dit, en fait, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est simplement d'accepter le compromis du commissaire enquêteur qui a donné un avis favorable sous condition de se poser. Et se poser, c'est à la fois pour les riverains, mais c'est avant tout permettre l'exploitation agricole dans sa continuité
Et on oublie quand même que l'exploitation agricole, c'est aussi du développement économique. Donc ceux qui imaginent pouvoir opposer le développement économique des entreprises et le développement économique des agriculteurs, ils ont tout faux. Puisque justement, si on a des entreprises ici qui sont de forte croissance, qui cherchent à se développer, elles cherchent avant tout à s'identifier dans leur territoire pour pouvoir en fait recruter et bénéficier de l'image en fait de leur territoire. Et on parle beaucoup de RSE aujourd'hui. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est plus un vain mot, ça a pu l'être il y a longtemps. Mais qui peut imaginer qu'une entreprise veuille s'installer dans un territoire qui va dénaturer le monde agricole et dont les salariés prennent encore plus conscience aujourd'hui depuis que les pylônes et les viaducs n'est plus simplement une vision architecturale, mais, et encore tout à l'heure, on voit les pylônes à 5 km. Donc là, l'effroi, il est encore plus important. Et il n'y a pas un salarié qui arrive ici. J'étais encore il y a quelques heures cet après-midi avec des gens qui me demandent mais qu'est-ce que c'est? Parce que personne, dans les salariés et les habitants, avait conscience de ce qui se passait à quelques kilomètres. Et aujourd'hui, une entreprise, on a la chance aujourd'hui ici d'avoir un territoire exceptionnel avec des entreprises à forte croissance qui s'installent, qui se développent. Et donc, le seul but aujourd'hui, c'est de continuer à se développer et de recruter. Et là, on n'en a pas beaucoup à proximité de Paris, des territoires où on a à la fois de l'agriculture, du cadre de vie et du développement économique, et où on répond en même temps à cette volonté des salariés et des habitants, c'est de manger local et de rapprocher le monde de l'agriculture à l'habitant et aux salariés. Et là, on se retrouve avec un écosystème où toute la vision du monde de demain, si on y prend soin, en fait, on peut devenir un territoire exemplaire par rapport à la volonté des salariés qui permettent aux entreprises de continuer à se développer, à s'identifier sur un territoire et aux habitants de pouvoir aussi bénéficier de tout ça. Et là, c'est pour ça que vraiment, la vision, je resterai juste sur l'entreprise. Si on veut que les entreprises continuent à se développer, et si on détruit tout cet écosystème, et si elles ne peuvent plus s'identifier à leur territoire de manière positive, eh bien, on aura raté la croissance économique, qui est quand même le premier souci tel qu'il est présenté par l'UIM, et on aura tout faux. Donc là, je dirais juste, il faut que les cabinets descendent un peu sur terre, rencontrent les chefs d'entreprise, rencontrent les salariés, les habitants pour retrouver un peu de conscience. Merci beaucoup, Pascal. Bien arrivé à l'heure annoncée. Merci, Francisque. On a présenté grosso modo l'ensemble des enjeux et évoqué le fait que parmi les arguments, il y a un argument sur l'hydraulique. Je vais détailler un peu ça. Moi, je voudrais vous dire trois choses, sans doute en complément et sont pas en contradiction avec ce qui avait été dit précédemment. La première chose, c'est qu'on a le sentiment que les dés sont bipés. Avec la Société du Grand Paris, on a un dialogue constant, en tout cas notre porte est ouverte depuis déjà de nombreux mois, mais on a le sentiment qu'on a en face de nous une organisation qui est figée sur une forme d'idéologie dans l'organisation qu'ils ont décidé de mettre en place, c'est l'infrastructure sur laquelle ils ne veulent pas déroger, et aujourd'hui c'est ce qui nous rend le plus amer et surtout en colère. Parce qu'on a le sentiment que c'est la dernière étape aujourd'hui pour pouvoir faire une démonstration qui essaie de dire qu'on a aujourd'hui une infrastructure qui sera là pour plusieurs dizaines, voire centaines d'années et qui doit être compatible avec nos modes de vie, de travail et surtout ce que les uns et les autres nous sommes venus chercher ici, nous installons ici. Nous sommes des représentants de communes, de villages, des représentants du monde agricole, donc d'un secteur économique, tu le disais à l'instant, Pascal. Et aujourd'hui, ce que l'on demande, nous on est parfaitement convaincus, mais aujourd'hui on n'a pas de contre-argument, c'est de dire que cette infrastructure reste encore compatible avec la pérennisation des activités agricoles. On en est là en fait. On vient d'horizons différents, on a des motivations différentes, on représente des organismes différents. Certains autour de nous étaient
défavorables à l'infrastructure dès l'origine, d'autres favorables, comme moi. Mais aujourd'hui, on considère que c'est vraiment la dernière étape pour que ce qu'on demande soit aussi une manière de dézoomer le contexte dans lequel on se trouve. Si demain, la SGP comprend que ce qu'on demande, ça permet simplement de montrer qu'on est capable d'avoir un projet industriel sur ce territoire magique et inédit qui est compatible avec le développement des activités agricoles. Et le fait de se dire ça aujourd'hui, alors qu'on a des enjeux climatiques qui sont dramatiques, on a une situation géopolitique chez nous en Europe qui est particulièrement instable, le fait de dire qu'on peut durablement produire de l'alimentaire au plus près des besoins, c'est pas complètement idiot. Et c'est ce que les Israéliens font tous les jours. Voilà, voisins de Voilan ou d'autres, toi également. Donc, on n'est pas idéaliste, on n'est pas romantique, on est simplement sur l'opérationnel et le pragmatisme. Et quand je disais que les dés sont coupés, c'est tout simplement en tant que président du SIVB, le syndicat qui gère la vallée de la Bièvre, ses affluents, les berges, les zones humides, une dizaine d'hectares de zones humides, 1 million de mètres cubes également de stockage théorique. Cela fait maintenant des mois que l'on demande une étude hydraulique, une étude hydrogéologique complète. On n'a pas. On a quelques infos off, mais on n'a rien. On n'a rien de précis. Mais en revanche, la Société du Grand Paris se défausse en expliquant qu'il y a des risques hydrauliques qui justifient le choix de telle ou telle infrastructure. Donc nous, on demande des chiffres. On sait analyser les choses. On demande des chiffres simplement et on ne les aura jamais. On n'aura jamais les chiffres, on le sait. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, il y a une forme de piège qui se referme également sur la Société du Grand Paris, parce que les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas anodines. Donc voilà, aujourd'hui on en est là, et il faut aussi rappeler que si demain on a, je dirais, un survolume de flux en fait, hydraulique sur le secteur, ça arrivera dans la mer Anglaise et ça arrivera sur le bassin, sur le bassin de l'Yvette. Et l'Yvette a l'habitude d'être inondé régulièrement. Et comme on a une solidarité entre les bassins, le bassin de l'Yvette et le bassin de la Bièvre, je regarde si tu connais par cœur le secteur, tu es au confin, c'est au niveau du bassin des Biches que l'on fait le retournement pour pouvoir du coup aider l'Yvette. Donc forcément, le fait de demander une étude hydraulique, ce n'est pas simplement un délire de technos locaux pour essayer de développer quoi que ce soit. Simplement, c'est quand on travaille sur un territoire comme celui-là, qui est très particulier, qui est fragile, on doit le faire correctement. Merci beaucoup, Francis. Vous pourrez passer la parole à nos agriculteurs, en les remerciant d'être là. Je crois que Emmanuel m'a notamment évoqué le fait qu'on a des conditions de travail parfois compliquées avec la SGP dans la lignée de ce que tu fais. La Société du Grand Paris a demandé des entrevues à une agricultrice qui est sur le plateau sur Saclay pour pouvoir intervenir lors de la construction sur le secteur du CRIF de Saclay, sachant qu'avant, ils nous avaient dit qu'ils n'avaient pas besoin de la ZPNAF pour intervenir, et là, ils avaient besoin de la ZPNAF. Donc, il y a eu un refus total, donc ils se débrouillent pour pouvoir monter leur pile. Et on a d'autres problèmes aussi, comme vous voyez, vous avez des photos qui apparaissent sur l'écran, des réductions de chaussées avec des voies de bus qui sont carrément supprimées. Et du coup, on ramène les arrêts de bus sur les routes à 4 voies. Donc, on supprime une voie avec des complications de circulation, des largeurs qui se rétrécissent et donc avec des problèmes de déplacement de matériel. Donc, il y a 2 points noirs. En face, le CEA. Et puis, sur le CRIF de Saclay, où ils suppriment une voie due à la création des piles. Voilà, donc ça va être l'été et l'automne vont être compliqués. Les déplacements avec des risques de blocage. Il suffit qu'il y ait des toupies de béton qui arrivent, qui ne puissent pas rentrer, et puis nous derrière, il y aura peut-être un peu moins de circulation, mais on risque d'augmenter la longueur des bouchons sur le plateau. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est quand même une illustration, je crois, assez flagrante du fait que nos craintes, ce n'est pas juste des craintes sur des papiers et des dossiers, c'est du vécu aussi avec la SGP et une vraie difficulté à faire entendre des messages pourtant assez basiques. Les histoires de largeur de route, c'est quand même pas très compliqué à comprendre. Pour faire passer un engin agricole, il faut plus que pour une voiture. Je pense qu'il y a eu des dizaines de réunions pour le dire, et en prendre acte, l'écrire dans des comptes rendus, et on se retrouve encore aujourd'hui avec des situations
comme cela. Je voudrais passer la parole à Pierre Botte qui va conclure au titre des agriculteurs et de la Chambre. Je vais reprendre ce que disait tout à l'heure le maire de Vélizy-Villacoulet. En fait, on est une activité économique avant tout. Les sujets du métro ont commencé en 2011. En 2011, on a commencé à regarder de manière bienveillante le projet d'infrastructure du métro et en étant proactif sur ce qu'on pouvait accepter ou pas. Il se trouve que les élus ici présents ou leurs prédécesseurs ont toujours été aussi à nos côtés pour travailler sur ce sujet-là en tant qu'experts de terrain. Et on a toujours travaillé pour avancer dans un compromis favorable au territoire. On a eu un petit problème, c'est qu'en fait, par contre, nos relais au-dessus politiques sont restés très silencieux. C'est vrai que 2030 sur l'agenda d'un politique, c'est l'horizon lointain. Et puis finalement, quand on s'est retrouvé là un peu dans le vif, les premières piles du métro qui sont sorties, on s'est retrouvé avec des gens qui ont commencé à s'agiter, à dire il y a un sujet avec le métro, il y a un sujet avec le métro. Sauf que ça faisait déjà longtemps que nous, on était seuls dans le désert en train de marcher. Voilà, et c'est un peu dramatique quand même, parce qu'en fait, on a quand même manqué un petit peu de clairvoyance sur ce sujet-là, et on s'est retrouvé seul au milieu du désert. Alors effectivement, notre activité économique, je reviens à la date de 2011. Il y a 2011, il y avait à peu près 200 actifs agricoles sur le plateau de Saclay. Aujourd'hui, en 2022, on a 360 actifs agricoles sur le plateau de Saclay. On est une entreprise économique, on est l'agriculture du plateau de Saclay, une entreprise économique et une entreprise en développement. Cette transition va se poursuivre dans le temps. Quand j'entendais tout à l'heure, je ne sais plus quel maire dire qu'il y allait avoir, c'est un projet sur le long terme. L'agriculture, c'est aussi un projet sur le long terme. On travaille avec le vivant sur des cycles d'un an. Et s'il faut se projeter dans 100 ans, c'est très proche dans l'agriculteur. Si on conçoit ce métro-là pour le long terme, il faut le concevoir pour l'agriculture aussi pour le long terme. Et là, c'est un vrai enjeu sur ce territoire en transition agricole. Alors, on parle beaucoup des enjeux de transition agricole, mais en fait, on ne l'intègre pas dans des grands projets d'État. Donc, je veux bien entendre un tas de ministères nous parler de transition, nous parler de plein de choses de trajectoire long terme, sauf qu'on nous bloque, on nous met une barrière, un fossé, un mur au milieu de cette trajectoire de transition. Et comment l'agriculteur peut se projeter sur le long terme? Une carrière d'agriculteur, c'est 40 années, c'est 40 expériences dans sa vie. On ne peut pas avoir une vision court terme de ces 40 expériences en disant que d'ici 10 ans, en 2030, 8 ans, en 2030, il y a quelque chose qui va découper complètement l'exploitation. Donc voilà, ces entreprises ont des trajectoires longues de développement. Il faut aussi leur donner des perspectives et leur donner des perspectives de fluidité, de fonctionnement. On ne peut pas imaginer une entreprise économique autre qui aurait une infrastructure de transport qui couperait en deux son espace de travail. Et il faut bien intégrer ça dans le fonctionnement d'une exploitation à un moment donné et comment on va gérer ce qui se passe d'un côté ou de l'autre. Il va falloir qu'on choisisse notre côté du métro ou qu'on va privilégier plutôt que l'autre dans notre fonctionnement. Enfin, il y a vraiment cet enjeu-là qui existe dans le fonctionnement d'une exploitation aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer pour le territoire agricole au sens large, qui va se retrouver isolé d'un côté du métro, puisqu'on a toute une frange côté Villiers, au sud du métro, côté Villiers-Bas, qui va se retrouver complètement enclavé de l'ensemble de l'espace agricole et des continuités agricoles qui peuvent exister sur le reste du plateau de Saclay. Donc tous ces enjeux-là restent des enjeux très importants pour les agriculteurs et pour l'agriculture au sens large de se projeter. Aujourd'hui, j'ai souvent la question quand je rencontre un élu ou un candidat, parce qu'on en rencontre aussi quelques-uns en ce moment, qui s'intéressent à la question agricole, parce que l'agriculture du plateau de Saclay, c'est un sujet, ils n'y connaissent rien, mais ça peut être un sujet. Même quand ils ont déjà fait des mandats sur le plateau de Saclay, ils n'y connaissent parfois rien. Et en fait, je dis, mais comment on amène une moissonneuse sur le plateau de Saclay? Par quelle route je viens avec ma moissonneuse sur le plateau de Saclay? En général, personne ne sait me répondre. Mais il faut bien que, pour que je puisse travailler, je puisse amener ma moissonneuse qui est produite où le garage est en grande couronne, limite de la Beauce, etc. Comment je l'amène jusqu'à Saclay? Et personne ne sait me répondre. Bah oui, parce que personne n'y pense qu'il faut qu'elle vienne quelque part et qu'elle n'a pas le droit de prendre la 118, par exemple, pour venir. Voilà, bon, c'est pour vous donner quelques éléments de réflexion. Merci beaucoup, Pierre. Voilà, merci d'être là aussi pour dire et faire porter notre message. Ce n'est pas simplement celui de quelques maires locaux, même si je pense que notre mobilisation à tous aujourd'hui doit en soi être un message. C'est important qu'on soit tous là pour le porter. Mais c'est aussi dire que voilà, il y a des agriculteurs qui vivent cela et qui sont les techniciens du sujet, la Chambre, etc., sont complètement
portent ce message aussi, et d'ailleurs, ce sont eux les experts, c'est pas la SGP, c'est pas nous les maires, c'est eux, et c'est eux qui voient que ça ne fonctionne pas. Donc, on est là pour donner de l'écho à ce message, et si vous ne soyez pas tout seul dans le désert pour longtemps. Même si, voilà, je sais que beaucoup s'y sont attelés aussi par le passé et qu'on a le sentiment aussi que c'est de plus en plus dur de se faire entendre, que les Français se désoccupés, on n'arrive pas à faire passer nos messages. Et donc aujourd'hui, on voulait vraiment voilà, porter ce cri de colère et d'incompréhension par rapport à la décision qui a été prise. Et bien sûr, on est prêt à répondre à vos questions.